Phonomaton avec Massinissa Selmani et Alex Vizorek. Bonjour Massinissa Selmani. Bonjour. Nous sommes dans votre exposition à la galerie Serroussi, rue de Seine. Nous sommes avec Alex Vizorek. Bonjour. Massinissa Selmani, vous êtes artiste, vous êtes né en Algérie, vous avez été formé à l'École des Beaux-Arts de Tours où vous vivez aujourd'hui. Alex Vizorek, vous êtes humoriste, vous êtes connu pour vos chroniques sur RTL, sur France Inter, et puis vous avez aussi rempli des salles en parlant d'art, notamment dans votre spectacle « Alex Vizorek est une œuvre d'art ». Et puis, vous le dites souvent, vous êtes belge. Humblement titré. Oui, bon, il y avait une espèce de petit clin d'œil évidemment à Magritte. Ceci n'est pas une pipe, ceci est une œuvre d'art. Je trouvais que c'était amusant. Et puis, je voulais dire aux gens, la thématique, c'est l'art. Alors, l'art dans toutes ses facettes. Il y avait une partie sur la musique classique, il y avait une partie sur le cinéma d'auteur. Je passais une bonne 10 minutes à analyser Mort à Venise, que je trouve un film magnifique, mais c'est bête de mettre la fin dans le titre. Et parce qu'on attend pendant 2 heures et on le sait qu'il va y passer. Et puis il y avait toute une partie sur l'art contemporain, l'art pictural essentiellement, mais un peu les happenings aussi. Et c'est là que les gens ont retenu. C'est là que certains profs d'art plastique parfois m'écrivent pour me demander s'ils peuvent la diffuser en classe. Donc je suis très fier parce que personne n'avait fait de sketch, je crois, sur l'art en aimant ça et en prenant de vrais artistes. Il y a eu des sketchs sur l'art où Julie Ferrier jouait une prof d'art, mais elle citait des œuvres qui n'existaient pas, elle se moquait potentiellement, mais je trouve qu'on peut se moquer de l'art, c'est pas la question, mais tout en n'ayant pas un pied dedans. Gad Elmaleh, pareil, avait fait genre une émission d'Arte un peu décalée, en imaginant une œuvre, et je me dis, mais en fait, c'est idiot d'aller imaginer des œuvres, alors qu'il y a des artistes qui ont fait des trucs qui, si on regarde avec un pas de travers, c'est drôle, voire même eux-mêmes l'avaient créé pour que ce soit drôle. La boîte à merde de Manzoni, bien sûr qu'il a voulu nous faire réfléchir sur la drôlerie du truc, tout en y mettant du fond dans les deux sens du terme. Alors, un mot sur cette exposition. Il s'agit d'une carte blanche de la galerie Serroussi qui voulait inviter un artiste à jouer avec sa collection d'art surréaliste. Le principe était donc de mettre en dialogue des œuvres de vous, Massinissa, avec des œuvres de Jean Crotty, de Raoul Haussmann, de Suzanne Duchamp, de Man Ray. L'exposition se tient à l'occasion du centenaire du surréalisme qui a été célébré au Centre Pompidou. Et puis, pour le journal de l'exposition, nous avons invité 20 auteurs, 20 écrivains, les uns auteurs de fiction, d'essais, des psychanalystes, des historiens de l'art, à travailler sur la question de la description et à décrire chacun une œuvre d'art, une œuvre de vous, Massinissa, et une œuvre surréaliste. Alors, il y a une première question que j'avais envie de vous poser. Nous sommes réunis ce matin, nous sommes réunis ici. Cette rencontre n'allait pas tout à fait de soi. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Je vais peut-être laisser Alex. On dirait un vieux couple. La rencontre. Non, bah alors oui, parce que c'est un peu moi au départ. Je suis à Tours pour jouer Alex Vizorek qui est une œuvre d'art. J'arrive plus tôt parce que le musée de Tours, le musée de Bré, qui sait que j'aime bien l'art moderne. Le CCCED ? Ouais, si vous venez un peu plus tôt, on fait une visite et tout. Donc moi je trouve ça super. Donc je vais plus tôt, je vais déjeuner et avec eux, on peut très bien déjeuner dans ce musée. Donc voilà. Non, mais il faut donner toutes les envies aux gens d'aller voir des musées. Et il y avait une exposition, il y avait 3-4 expositions qui se partageaient le lieu, dont une de Massinissa. Et je fais une story pour remercier le musée en disant trop chouette d'avoir vu ça, découvert tel ou tel artiste. Et je vois qu'il est sur Instagram, donc je le mets en hâte. Et assez vite, il me répond, il dit « Mais en fait, ça fait hyper plaisir parce que j'écoute beaucoup vos émissions de radio. » Et donc, la passerelle était faite. Je lui ai dit « Si vous êtes dispo ce soir, venez voir le spectacle. » En l'occurrence, c'était pas possible ce jour-là. Et après, on s'est revus sur le second spectacle. Quand je suis revenu à Tours jouer au Vinci, là, on s'est rencontrés, et puis on a eu l'occasion. Et puis, ici, il m'a demandé du coup de venir décrire. Vous collectionnez ? Un peu. Vous avez des œuvres de Massinissa ? Pas encore.
Et quelle place a la façon de collectionner C'est-à-dire que, alors regardez, ah non, je l'ai pas. Ben, au point où je l'ai pas. J'ai une Swatch comme montre. C'est-à-dire que le bling bling en soi. Aussi. Bon, voilà, le bling bling en soi, j'ai pas de voiture, j'ai pas. Regardez, vestimentairement parlant, on n'est pas sur des coûts exorbitants. Les montres ne me font pas monter au plafond. Du coup, j'aime bien évidemment le travail des artistes et quand j'ai l'occasion de dépenser un peu d'argent pour ce qui est vraiment du plaisir, j'aime bien le faire dans l'art, ouais. Alors, collection, ça veut tout dire et rien dire, mais occasionnellement, j'en avais discuté les premières fois où j'avais acheté un tableau avec l'un ou l'autre ami de mon père qui pouvait avoir ça comme passion. Et j'avais bien aimé cette description. Il m'a dit, si tu es chez toi et que tu prends un bon verre de whisky et que tu es content de regarder ton œuvre, c'est que c'est un bon choix. Et j'aimais assez bien ça, parce qu'évidemment, il y a toujours qu'est-ce qu'on achète, ou pas, ou oui, ou non, est-ce que ça les vaut ? Et il m'a dit, mais en fait, tout c'est une mauvaise question. Donc, tu prends un verre de whisky, tu regardes, et si t'es content. Et donc, j'avais acheté, mon premier achat, parce que je l'avais humainement rencontré, c'était Gérard Fromanger. J'étais allé chez lui, et j'avais acheté un grand tableau jaune, qui était... Il y a un grand mur dans mon studio qui faisait 30 mètres carrés et j'avais même pas su l'accrocher, donc je l'avais posé sur deux morceaux de bois. Et je me réveillais le matin avec ce jaune plein de couleurs. C'était un tableau qu'il avait peint après s'être remis d'un problème cardiaque. Donc il y avait des lignes de couleurs qui représentaient son électrocardiogramme et tout. Et je trouvais que ça mettait une vie dingue. Donc, genre, le 10 février, quand vous vous réveillez, que vous prenez votre café, parce que du coup, c'est pas le whisky à cette heure-là, devant ce truc jaune, vivant, fort, ça m'a mis de bonne humeur pendant longtemps. D'où ça vient ce rapport à l'art ? Comment ça a commencé ? Vous avez il y a de l'admiration pour les artistes. Il y a que moi qui parle pour l'instant, hein, c'est pas bien. Mais j'ai de l'admiration profonde pour les artistes dans tous les domaines. Mais l'art, il y a un truc un peu... Si vous voulez, je suis pas né dedans, mais ma mère ou mon père, quand on allait en week-end dans des villes, m'emmenait au musée en se disant, c'est cultivons-nous, comme ils ont fait un peu avec la musique classique, mais je peux pas dire que je sois un connaisseur. Et le côté cultivons-nous, d'aller voir des choses, on aime, on n'aime pas, mais on est rentré, on a passé la porte. Et dans mon premier spectacle, c'était ce que je disais aux gens qui me disaient, mais les tableaux blancs, je dis, passez la porte du musée, c'est aussi pour vous. Vous ne pouvez pas aimer, hein, c'est autorisé bien sûr dans n'importe quel domaine, mais si vous avez passé la porte et que vous voyez des choses, vous allez à un moment accrocher à ça. Et donc moi j'adore ça, j'ai toujours fait ça, et donc de pouvoir rencontrer les artistes et échanger sur la création, parce que la création c'est un truc qui me passionne, un mec qui écrit une chanson, un mec qui écrit une symphonie, un mec qui compose et fait un dessin ou un tableau, ça me passionne, donc de les rencontrer, de les voir. Du coup j'en suis plein sur Instagram, parce que aussi on voit leur façon d'appréhender eux-mêmes leur art, puisqu'il y en a qui sont dans la grande pudeur, qui mettent assez peu de choses. Il y en a qui sont qui sont très bien conseillés d'un point de vue. J'aurais pas dit excès, mais on peut dire excès. Et donc tout ça, je trouve assez intéressant et assez passionnant. Et donc oui, on peut voir ça comme un hobby, mais ni je dirais que je suis collectionneur, ni que je suis connaisseur, mais amateur, oui. Alors, je voudrais qu'on s'approche du surréalisme. Massinissa, quand je vous ai appelé la première fois pour vous proposer cette exposition, je me demandais un peu quelle serait votre réaction. Et en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous me disiez que dans votre panthéon, parmi vos héros, il y avait un poète belge, Paul Nouget. Quel est votre lien avec le surréalisme depuis vos premières recherches ? Alors, peut-être le rapport à l'humour d'abord, et l'autodérision, le pas de côté, parce que j'ai été élevé à ça, j'ai grandi avec ça, j'ai grandi dans le contexte, quand j'étais ado, enfant, c'était les années 90 en Algérie, en pleine guerre civile, et c'est vrai que l'humour a été quelque chose de très présent, le dessin de presse, beaucoup. D'ailleurs, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais quand j'étais gamin, je voulais devenir dessinateur de presse. J'aurais aimé être humoriste aussi, mais j'ai compris que connaître 2-3 blagues ne suffisait pas. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Et en fait, le surréalisme, c'était quelque chose que j'ai découvert un peu plus pendant mes études aux Beaux-Arts. Et un jour, j'étais étudiant, j'étais en stage en Belgique, à Bruxelles. Je faisais un stage en cinéma d'animation, parce que j'adore faire ça aussi. Je fais des animations très absurdes, très courtes. Et je pars au musée de la photographie de Charleroi et je tombe sur une photographie où j'étais complètement absorbé. J'ai dû passer 3 quarts d'heure à observer cette photo et c'est une photo de Paul Nouget
de sa série La subversion des images. On voit un groupe de personnes en train de regarder un mur. Sur le mur, il n'y a rien, en fait. Et moi, ça me fascine. Je ne sais pas pourquoi, je peux regarder des heures, ces trucs-là. C'est des choses qui me font planer. Et en regardant la photo de près, je vois qu'il y a Magritte dedans. Et donc, je vais voir qui est ce Paul Nouget. Et en fait, je découvre un personnage absolument fabuleux. Lui, il était chimiste, je crois, pendant toute sa vie. Il a refusé le statut d'artiste, tout ce qu'il écrivait était destiné plus ou moins à disparaître, etc. Et c'est ses amis, dont Marcel Mariens, qui ont fait pour que ces textes soient publiés. Et tous ces textes, c'est absolument des pures merveilles, sans fait que d'assemblage en fait. Je sais qu'il a écrit des choses absolument fabuleuses en allant récupérer des nouvelles érotiques en gare à Bruxelles, et puis il faisait des emprunts comme ça et des assemblages, et il a écrit des choses fabuleuses. Mais après aussi, je pense que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est aussi ils étaient quand même bien tarés, et ça me faisait rire. Enfin, ce détachement, c'est-à-dire à la fois une conscience politique assez... Paul Nouget était communiste et il avait beaucoup d'humour. Donc, je sais pas, je trouvais ça assez fascinant. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Dans l'entrée de l'exposition, pendant la vitrine, exactement, il y a une phrase de Paul Nouget. Est-ce que vous pourriez la lire et nous dire pourquoi vous l'avez choisie? Des choses désignées par leur image, d'autres par leur nom. Et en fait, c'est typiquement de Paul Nouget. J'aime beaucoup ces phrases. J'en ai utilisé, enfin ces écrits. Parfois, j'ai utilisé des bouts de phrases, des bouts de texte pour les titres de mes expos. Parfois, des titres d'œuvres. J'ai une installation qui s'appelle « Nous sommes intrigués d'une espérance tenace ». Je trouve ça magnifique. Et en fait, j'aime beaucoup chez lui, il y a à la fois une espèce d'un truc... alors, c'est une lecture très propre. Je trouve qu'il y a un truc un peu énervé, mais en même temps qui est diffus, qui est emmené par... C'est belge. Voilà, exactement. Et ben, ça aussi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi à Alger. À Alger, il y a une espèce d'humour comme ça, où, par exemple, si je regarde mes premiers modèles, par exemple, dans mon premier élément naturel, c'est-à-dire en Algérie, quand je regardais, en fait, dans la peinture algérienne, j'ai trouvé peu de modèles. Je les ai trouvés dans la littérature. Et dans la littérature algérienne que j'aime, il y a beaucoup ça, en fait. Toujours entre humour et tragédie en permanence. Et je trouve que ça donne une profondeur aux choses enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de ce pas de côté pour comprendre des choses assez graves. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une parenté directe entre l'humour algérien et l'humour belge ? Je le découvre et j'en suis ravi. Déjà, se moquer des Français. Je pense que là, on a un vrai beau point commun. Ouais. On est peut-être un peu plus énervé par moment. Et pour cause. Alex, je me demandais comment vous travaillez vos sketchs et quelle est, dans la pratique de l'humour, la part de l'automatisme. Waouh, bonne question. Elle est un peu à proscrire. C'est-à-dire que parfois, quand vous travaillez sur l'actualité, il vous vient des espèces de réflexes. Donc, alcoolisme, Gérard Depardieu, pédophilie, Jean-Marc Morandini, cocaïne, Frédéric Becbédé. C'est des espèces de réflexes. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Là, je donne comme ça la grande louche, et ça change avec le temps. Hein, c'est des réflexes logiques. Bien sûr, mais c'est la blague qu'on appellerait A. Et notre boulot, parce que la blague A priori, tout le monde peut la trouver. Notre boulot, c'est d'aller chercher la blague B. Idéalement, la blague C. Mais on ne peut pas s'arrêter à la blague A. Alors, on la fait de temps en temps, parce qu'elle brouille aussi la piste. Mais si on s'arrête juste à la blague A, je pense qu'on n'a pas fait notre boulot d'artisan. Et c'est là où j'aime bien comparer nos métiers, parce que moi, je pense sincèrement, alors certains humoristes vous diront que c'est pas vrai, mais qu'on est des artisans et qu'eux sont des artistes. La différence, c'est pas dans la création en tant que telle, c'est dans la façon d'appréhender ce que le public va penser. Moi, j'ai besoin du rire des gens. Une blague qui ne ferait rire que moi,
est un problème dans mon métier d'humoriste. Alors je peux décider de faire un livre d'aphorismes qui n'ont pas touché leur cible, à la limite, et là on serait presque dans une démarche artistique. Mais j'ai besoin que mon client soit content, comme un artisan. C'est-à-dire que si je vous fabrique un panier en osier, il faut que vous trouviez que c'est un beau panier, parce que sinon vous ne l'achetez pas, et vous allez acheter peut-être même un panier industriel. Chez les artistes, et on leur envie ça, nous, parfois, l'artiste, lui, il le fait pour lui, et les gens prennent ou prennent pas. Alors peut-être bien que tu réfléchis un peu à ce qu'ils vont prendre ou pas, mais je pense que les premiers surréalistes se sont amusés à faire des trucs qui les amusaient eux-mêmes, voire même ils étaient complètement dans un délire entre plusieurs, à se dire bah, tiens, si ça n'a aucun sens, c'est ça qu'on veut, moi je peux pas me permettre ça. Si ça n'a aucun sens, les gens ils me regardent en se disant mais à quel moment on aurait dû rire? Et en ça, oui, les automatismes on en a et on les utilise sans doute un peu plus que les artistes, mais il faut essayer de les proscrire parce que sinon, vous n'êtes pas créatif. Et là où on se rejoint, c'est l'envie d'être créatif, ça c'est obligatoire. Et à l'heure actuelle où on parle beaucoup d'intelligence artificielle et qui parfois fait très bien les choses, moi j'ai déjà essayé, l'intelligence artificielle me donne des bonnes idées. Et donc ça m'angoisse parfois. Et donc à nous d'être toujours dans le pas de travers. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle serait capable de faire du surréalisme. Et c'est ça qui est assez génial. On a un texte généré par ChatGPT. Ouais, mais il a décrit. Oui. Et c'est bien décrit? Oui, c'est même... C'est mieux que certains textes. Non mais tout ça est passionnant. Et je trouve qu'il ne faut pas justement ça parce que moi j'aime bien, alors je le dis toujours, je travaille avec des co-auteurs pour la radio. Et à eux aussi, ce que je viens de vous expliquer, je leur dis, si c'est pour m'envoyer des blagues A, non, vous êtes plus malin que ça, on va chercher des blagues B et des blagues C. Mais pour le spectacle, que j'estime être plus personnel et où j'ai plus le temps de le façonner, je fais l'inverse. Je l'écris moi, je fais une version 1 mois. Mais après, je rebondis peut-être, il y a peut-être... moi, il y a quelque chose que j'envie... Qui, parfois, à laquelle je me confronte en tant que plasticien. Par exemple, on parlait d'Algérie, il y a dans un quartier populaire d'Alger, il y a eu un trou comme ça dans la rue, dans l'une des rues des quartiers, les gens protestaient, envoyaient des courriers, etc. Il ne se passait rien. Ils ont fait un truc incroyable, ils ont fêté l'anniversaire du trou. Avec un gâteau d'anniversaire, des ballons, etc. C'est incroyable. Je dis, mais mince, je peux pas rivaliser, c'est pas possible. C'est très drôle. Et il y a aussi des choses qui se passent dans l'actualité, et ça, j'ai pensé à toi, c'était juste au moment où on a commencé à échanger. Tu faisais tes brèves dans ton émission sur Inter qui me faisaient beaucoup rire. En fait, j'ai pensé à toi, j'ai failli te l'envoyer. C'est qu'il y a pendant un moment en Algérie une pénurie de huile de table. Je ne sais plus pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus. Et donc là, il fallait régler le problème. Il y a un ministre qui décrète un truc où, je ne sais pas, en tout cas c'est sorti dans la presse, la vente de l'huile de table était interdite aux mineurs. Et donc là, je vous dis pas, les dessinateurs de presse algériens, ils étaient submergés de travail. Ils disaient, là, c'est trop, il faut notre boulot, c'est pas possible. Donc, voilà, donc ces choses-là aussi constituent... mais après, je pensais, par rapport à cette question d'humour, moi, j'ai toujours été imprégné plutôt par un humour qui agit lentement. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose dont on rit... c'est une autre logique. Il y a des blagues dont on est très fier. Et ça, en spectacle, je peux me permettre. Si je trouve que je suis très fier de la blague, et même si elle n'a pas le rire immédiat, en spectacle, je la garde. Parce que je sais que c'est un truc, une œuvre un peu plus massive, et chacun y trouvera ce qu'il a à apprendre. Mais sur la chronique de 4 minutes, silence autour de la table, ça t'entend le vent qui passe, tu dis ok, bon, allez, ça n'a pas parlé aux autres gens. Cette idée de la description qui a surgi très vite dans nos discussions, préparation de l'exposition, comment elle est arrivée? Écoute, quand on a commencé à travailler sur l'exposition, il y avait aussi une volonté de la galerie de Nathalie et de Julien d'avoir une intervention de ma part. Et dans nos discussions, je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous les deux aussi. C'est cette idée de décrire les œuvres. Moi, j'étais parti aussi d'un constat un peu plus large, je ne vais pas développer ici, sur l'écriture, sur l'art de manière générale, où j'ai un point de vue parfois un peu critique par rapport à ça, où on est plus dans le commentaire des œuvres.
que de ce qu'elles peuvent nous dire de plus simple parfois. Et je me suis rappelé d'un truc, je reviens encore à Paul Nouget. Il a fait un truc fabuleux pour une des expositions de Magritte. Et dans le catalogue d'exposition, avec les visuels des images, il y avait des descriptions. C'était vraiment des descriptions très factuelles. Une femme assise qui regardait à gauche, derrière elle, etc., etc. Et je trouvais ça absolument fabuleux. Et donc cette idée-là germait dans mon esprit. J'attendais le moment de l'utiliser. Ça coïncidait aussi à un moment où j'ai un projet en ce moment autour d'une histoire plus familiale, où là aussi la description est au centre du projet. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques temps. On va peut-être en parler tout à l'heure. Peut-être qu'on peut en dire un mot tout de suite. En fait, mon père a généré une archive rare. Mon père, pendant les célébrations de l'indépendance algérienne, à Tizi Ouzou, donc une toute petite ville algérienne à l'époque, il a photographié les célébrations. Et des photos des célébrations dans une petite ville algérienne, il n'y en a quasiment pas. Vous trouverez à Alger ou à Oran, les grandes villes. Et mon père a généré une archive rare, en fait. J'étais fasciné par une personne ordinaire qui capture un événement extraordinaire. Et mon père a écrit un petit commentaire derrière chaque image, mettant la date, quasiment comme une légende, en fait, dans la presse. Et légende d'image. Et du coup, j'essayais de travailler sur ça. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les images au format dans une feuille A4. J'ai pris des papiers calques. J'ai tracé le contour de l'image et j'ai donné ça à toute ma famille. Et je leur ai dit de me décrire ce qu'ils voient, c'est-à-dire s'ils voient une voiture, une autre voiture. Et donc le projet, c'est que ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des malentendus fabuleux qui arrivent. Par exemple, il y a une photo, on voit la place de la mairie, où l'ancienne mairie est construite par la France, et derrière, il y a une montagne. Donc mon père, il note ancienne mairie, la montagne derrière, il la nomme. Mon grand frère fait pareil. Mon neveu, il écrit bâtiment et derrière, il met paysage. Alors que la montagne, c'est la ville où il habite. Et ma nièce, c'est encore plus drôle, l'ancienne mairie, elle écrit juste belle bâtisse. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que ça évite trop d'interprétation, mais aussi de revenir à des choses extrêmement simples. Et pour finir aussi, j'ai poussé le bouchon plus loin. Le texte de salle de l'exposition, c'est moi qui parle à la première personne, qui décrit exactement ce que les gens voient. Et avec le récit de la journée de la prise des images manuscrite faite par mon père. Et j'ai fini aussi par demander une intelligence artificielle. J'ai rentré l'image prise par mon père et le commentaire qu'il a noté derrière. Le prompt, c'était ça. Et donc j'ai généré des vidéos très étranges d'ailleurs, faites à partir de ça. En appelant les auteurs, on donnait comme modèle à suivre, comme étoile, les très brèves descriptions de Félix Fénéon, qui ont ça de commun avec ces descriptions de Paul Nouget, d'être extraordinairement proches de leur rôle de description, proches des images. On s'est rendu compte que les auteurs auxquels on a fait appel ont souvent succombé à la tentation de l'interprétation et à la tentation de la fiction. Comment vous expliquez, comment pourrait-on expliquer cette... En fait, je reviens au constat quand je parlais de Magritte, parce que lui, il disait, en fait, il était malheureux que les gens ne voyaient pas des petits détails de ses tableaux. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette idée de description. Et donc, j'étais parti de ça. Et en fait, cette question, ouais, je ne me l'explique pas, j'ai du mal. Peut-être qu'aussi, quand on est écrivain aussi, on a des réflexes. On parlait quel mot tu avais employé tout à l'heure pour le travail d'automatisation, non ? D'automatisme. D'automatisme. Peut-être aussi, on a des mécaniques de travail qui deviennent plus fortes. Et je crois que pour un artiste, c'est très dur l'idée d'assumer de ne pas avoir de plus-value. Et donc, je crois que certains se sont dit, s'il a fait appel à moi, c'est qu'il cherchait un grand poète. Et pour le coup, je crois que j'ai fait le bon élève, parce que j'ai un petit peu parfois le sentiment, quand l'art m'appelle, je me dis, mais pourquoi
pourquoi ils ont besoin de moi et est-ce que je suis pas un peu, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Donc du coup, il m'a dit fais des descriptions. Et je suis venu visiter l'exposition avec ma compagne qui dit dis donc tu t'es pas foulé, t'as juste décrit. Et j'ai dit c'était ça, c'était la demande. Je suis le seul à avoir respecté correctement la demande de l'artiste. Donc enfin je dis ça, il y a des trucs super évidemment parce que après j'ai lu évidemment les copains, mais évidemment que c'est pas facile parce que moi je me suis dit, parce que du coup la consigne, je sais pas comment chacun l'a interprété, je me suis dit, imaginons que quelqu'un n'ait pas l'œuvre, il faudrait qu'avec ma description, il parvienne à peu près à la refaire. C'est bien l'idée. Alors justement, est-ce qu'on pourrait lire par exemple Les Deux Nus de Raoul Haussmann qui date de 1931 et qui est une photographie en tirage argentique d'époque. Il est très beau celui-là. Donc, idéalement, vous ne l'avez pas vu, hein. Il y a une plage. Il y a une plage sur laquelle sont couchés deux corps. Il y a une plage sur laquelle sont couchés deux corps nus. Il y a une plage sur laquelle sont couchés deux corps nus. Sur le flanc, on les voit de dos. Et on est intrigué par le côté uber-calipige de ces deux corps nus qu'on voit de dos, sur le flanc, couchés sur une plage. C'est décrit. C'est très décrit. Je me suis fait un peu plaisir sur uber-calipige. C'est ma petite plus-value. Mais sur le reste, je pense que c'est décrit. C'est décrit, c'est totalement décrit. C'est totalement décrit. Et il me semble qu'il y a dans ce texte une sorte d'enroulement des mots les uns autour des autres qui crée un effet visuel qui, en plus de décrire magnifiquement, remarquablement, nous emmène efficacement autour des courbes de ces deux personnes couchées sur la plage. Alors, sans doute que inconsciemment, c'est pas impossible que ce soit de là que ça vienne. Mais ce que je voulais, c'est que souvent quand on décrit un truc, on se souvient de la fin ou du... Et je trouvais que c'était important de ramener à chaque fois, parce que, au fond, si vous le regardez, le premier truc, c'est la plage et les corps. Donc si on oublie que c'est la plage et les corps qui prennent toute la place, tout ce que vous allez pouvoir dire d'autre va un petit peu complexifier la description. Donc je voulais qu'il y ait beaucoup de fois deux corps nus sur une plage. Au fond, si j'avais eu moins de mots, parce qu'on avait plus ou moins un certain nombre de mots, j'aurais dit deux corps nus sur la plage. Et après, comme j'avais un peu plus de mots, je me suis dit je peux aller plus loin. Et donc oui, j'ai essayé quand même de mettre... Quand même, j'ai triché un peu parce que j'ai essayé d'y mettre un poil de créativité. Mais justement, je suis désolé. Non, mais la description n'exclut pas une forme littéraire aussi. C'est-à-dire on peut être extrêmement descriptif et très inventif dans la manière de le faire. Et je pense qu'on l'a retrouvé un petit peu chez certains. Mais on a aussi joué le jeu dont on s'est dit, peu importe ce qui arrive, on garde comme tel. Tel quel, et c'était aussi le jeu de... Mais il y en a que tu préfères. Ah, il ne faut pas le dire, j'ai pas le droit de le dire. Peut-être un certain peintre belge irait-il dans ce sens. Voilà, c'est ça. D'une interprétation de la description comme possible. Voilà, c'est ça. Et puis un penchant vers la Belgique, c'est vrai. Est-ce qu'on veut lire le deuxième texte? Alors, c'était en plus... Amorce dans l'air léger, donc une œuvre de Massinissa qui date de 2020. Alors c'est là où on m'a dit que c'était trop décrit. Parce que, évidemment, plus compliqué chez lui. Parce que sur l'œuvre en soi, il y a bien 4 morceaux différents à décrire qui sont mis bout à bout. Donc je vous lis. À gauche, il y a 3 garçons. L'un parle dans un micro, les 2 autres filment. Au centre, il y a une tortue. Son ventre est vert. À droite, il y a un homme cagoulé. Il semble escalader des espaliers suédois. Il reste beaucoup de place sur la feuille blanche pour ajouter au crayon d'autres scènes de vie qui n'auraient rien à voir entre elles, ni par leurs actions, ni par leurs couleurs, ni par la présence d'objets dont on connaît l'utilité, mais pas toujours le nom. C'était pour l'espalier suédois. J'ai dû aller voir comment ça se disait, parce que nous, en Belgique, on appelle ça juste espalier. Et alors j'ai demandé à ma compagne française, parce que nous on a ça au cours de gymnastique, j'ai demandé à me dire non, espalier, je sais pas ce que c'est. Et donc on a dû aller vérifier ce que c'était. Et donc apparemment c'est espalier suédois. J'ai bossé. Ça serait quoi la suite de cette histoire? Ah, alors il y a
pas d'histoire pour le coup. Mais après, on peut l'inventer, évidemment. Et ça, c'est le plaisir, à mon avis, du surréalisme, c'est que vous donnez ça à 100 gamins, il y a 100 histoires différentes qui sortent. Et 100 gamins ou 100 adultes. Mais en ça, je trouve ça assez fascinant. Et donc, je trouvais que si on ne l'avait pas vu, il fallait vraiment expliquer qu'il y a beaucoup d'espace. Et c'est aussi dans ton travail, moi je sais ça, mais si on ne connaît pas ton travail, il reste toujours beaucoup d'espace sur le blanc. Et donc, peut-être pour y loger l'inspiration de ce qu'on a envie qu'il se passe sur le dessin. Et après, moi, je n'ai pas trouvé de lien entre les trois scénettes. Peut-être y en a-t-il un, et peut-être il y a une évidence qui m'a échappé. C'est l'ambiguïté du truc. Mais donc, je voulais laisser aussi aux gens qui viendraient voir tout le plaisir d'interpréter eux-mêmes. Parce que je crois vraiment que c'est un piège. Interpréter un surréaliste, c'est un énorme piège. Parce que lui-même, il a tout fait pour construire quelque chose. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle qui n'y arriverait pas. Bien sûr qu'elle y arriverait, mais elle ne pourrait se baser que sur ce qui a déjà existé. Et je pense que le côté génial du surréaliste, c'est qu'il va inventer un espèce de monde parallèle qui n'a pas encore vu nulle part et qui n'a pas existé. Et donc, il n'y a pas de... L'objet bouleversant. L'objet bouleversant, l'objet bouleversant. Oui, en fait, parce que moi, j'ai plus un penchant pour le surréalisme belge, parce que je les trouve plus drôles. Quand j'ai commencé à m'intéresser au surréalisme, moi, André Breton me plombe un peu. Je trouve pas très drôle, en fait. C'est ça aussi le paradoxe de la chose. C'est-à-dire, à la fois, je parle d'humour, de surréalisme, mais j'ai une conception de l'art qui est très cérébrale. C'est que moi, l'art, c'est d'abord une chose cérébrale avant d'être quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion. L'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Par exemple, je ne crois pas du tout à l'écriture automatique. Je ne pense pas qu'on prenne une substance ou peu importe, on se laisse aller à quelque chose. Je pense qu'on finit toujours par retomber dans des schémas plutôt logiques. Et chez les Belges, Paul Nouget a théorisé l'idée de l'objet bouleversant, c'est-à-dire la capacité d'objets simples à dire des choses, au-delà des apparences. En fait, il y a une dimension quasi métaphysique là-dedans qui me plaisait beaucoup. Et je trouvais ça beaucoup plus riche et beaucoup plus passionnant. Est-ce que, pour revenir encore dans l'exposition, tu pourrais nous raconter comment, quand Nathalie et Julien ont ouvert les trésors de la collection de la galerie, tu as procédé pour choisir ces œuvres, les œuvres surréalistes, et construire les dialogues avec ton travail? Oui, ça c'était une question vraiment épineuse. Donc du coup... C'est ça que je regarde pour la fin. Allez. Bon, au revoir. Non, c'est... Alors, je crois que, d'abord, je pense on a construit ça un peu sur différents niveaux. Il y avait peut-être un aspect plus formel. Il y avait des aspects aussi un peu coup de cœur. Bon, j'adore la photo de Man Ray, ma dernière photographie. Et je trouvais qu'elle résonnait avec autre chose que j'ai fait. Et puis, j'essaie aussi de construire des choses par des associations graphiques, formelles, de tonalités, de choses comme ça. C'est-à-dire que, pour revenir encore à la question de la description et de la manière dont on parle de l'art, on oublie souvent cette partie formelle, je trouve, en ce moment. C'est-à-dire qu'un travail d'artiste, c'est d'abord sur le travail de l'atelier et toutes les stratégies formelles qu'on met en place pour dire ce qu'on a envie de dire. Et après, une fois que c'est délivré aux gens, chacun se l'approprie comme il le souhaite. Et donc, il y avait aussi cette direction-là. Et puis, on a construit des duos, entre guillemets, des dialogues comme ça. Mais tout ça reste, bien entendu, très subjectif. Il me semble que dans nos conversations, dans nos discussions, on a essayé effectivement de construire des duos, et qu'au moment d'accrocher, finalement, ces duos, ces comparaisons directes entre des œuvres, c'est parfois vaporisé, c'est dissoute, et l'accrochage finalement est beaucoup plus éclaté que ce qu'on aurait pu imaginer à certains moments de nos conversations, et qu'une des conclusions auxquelles on arrive, c'est finalement celle du dialogue impossible. Oui, et puis d'ailleurs, parce qu'on a commencé par sélectionner un certain nombre d'œuvres qui grossissaient au fur et à mesure, qui me faisaient un peu peur, parce que moi je suis adepte du strict minimum. Et en fait, finalement, oui, c'est ce que tu dis, finalement ce qui s'est produit, c'est cette profusion qui finit par créer du sens.
Et du coup, des rebonds un peu inattendus aussi, on l'a vécu pendant qu'on installait l'exposition. Des choses auxquelles on n'avait pas pensé, des petits accidents, des choses qu'on a accrochées de travers sans faire exprès. Comme par exemple les deux nus. La photo, il paraît qu'on l'a mis dans le mauvais sens. Mais oui, c'est aussi, voilà, j'aime beaucoup ça aussi, faire ça moi dans mes propres expositions, c'est de faire des petites farces aussi de temps en temps. Parfois, il n'y a que moi qui les connais ou des copains, mais je me dis, mince, moi étant gamin, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Alors si on peut pas s'amuser un petit peu, ça sert à rien. Et c'est là la drôlerie, parce qu'évidemment, il y a une espèce de sacralisation de l'art. C'était il n'y a pas si longtemps à New York qu'ils avaient affiché un Mondrian dans le mauvais sens. Mais pendant 40 ans, il était dans le mauvais sens, et c'était pas que de la peinture, c'était des bandes. Donc avec la gravité, les bandes s'étaient faites au sens. Donc c'était plus possible de le retourner. Et donc, si vous avez des doutes sur votre capacité à comprendre l'art, dites-vous que des gens pointus, ayant payé très cher un Mondrian pour l'accrocher, l'ont mis dans le mauvais sens. Donc vraiment, allez dans les musées, allez voir des œuvres et ne vous demandez pas si vous la comprenez ou pas. Prenez ce qu'il y a à apprendre, et je trouve ça assez génial, et je trouve ça assez drôle. J'espère que Mondrian aurait rigolé lui-même, mais je ne sais pas s'il était si drôle que ça. Les Hollandais, bon, ben, je vous dis pas ce que j'en pense, mais c'est pas comme les Algériens et les Belges. Mais en soi, je trouvais ça assez symbolique. Et donc, quand tu dis, en fait, il y a de la drôlerie où il peut se passer quelque chose de supplémentaire. Bah oui. Parce que tu as dit beaucoup de fois humour et drôlerie, et je ne savais pas à quel point c'était important. C'est fondamental. Même si parfois certains dessins ont quand même une teneur un peu plus tragique, il y a toujours. C'est d'abord construit dans cette logique-là. L'humour, je parlais ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit par rapport à mon travail, ce geste qu'avaient beaucoup de gens pendant la décennie noire en Algérie, les unes des journaux très brutales, aller d'abord chercher le dessin de presse, rire un peu, et ensuite, de toute manière, ça c'est un classique, c'est quelque chose d'inhérent à l'être humain, là où plus c'est grave, plus on rit, sinon on pète un câble. Donc on a... Et puis je trouve aussi, ce que je disais tout à l'heure, quand tu viens d'un certain milieu, déjà, moi je me disais, déjà faire les beaux-arts, j'y croyais, ça me paraissait incroyable, déjà j'arrive à faire les beaux-arts, des gens s'intéressent à mon travail, des fois je me dis, mais attends, mais les gens s'intéressent à ces bêtises que je dessine, c'est quand même dingue. Donc ce recul-là m'est nécessaire aussi pour avoir de la distance par rapport à ce qu'on fait, et puis c'est un moment de plaisir aussi. Oui, dans la création, c'est un moment de plaisir. Et après, tu l'as différemment de moi, mais au moment où les gens le reçoivent, nous, on a un acte épidermique qui est le rire. Et donc, tu te dis, tout le travail ou tout ce que j'ai pu faire est très joyeux. J'imagine que quand vous avez un vernissage et que les gens viennent vous dire à quel point ils aiment votre boulot, il y a peu de métiers dans lesquels c'est comme ça. Donc, c'est très gratifiant, hein, une fois que... En plus, nous, on prend du plaisir, parce que je pense que toi comme moi, on le ferait même si c'était pas notre métier. Oui, bien sûr. Et donc que ça puisse l'être, c'est extrêmement joyeux. Et donc je crois que la conclusion de cette conversation, c'est que Alex Vizorek crée ses blagues et dessine ses blagues, et que Massinissa Selmani fait des blagues dans ses dessins. Ouais, très belle conclusion. Ça me va. J'aime bien l'idée que tout le monde soit à l'aise avec l'humour dans l'art. Parce que moi, j'avais essayé d'amener l'art dans l'humour. Et quand j'étais pendant 2 années chez Thierry Ardisson, il m'avait dit, je sais que c'est ce que tu aimes bien, ça fais-le. Et je terminais donc sur C8, chaîne quand même assez populaire. À l'époque, c'est le début, c'était pas trop. Mais il y avait quand même déjà Hanouna la semaine et Ardisson le week-end. Je terminais ma chronique par 2 minutes sur une expo à aller voir, soit chez un galériste, soit dans un des musées français, où je faisais des blagues avec les œuvres. Je me moquais, pas des œuvres en tant que telles, mais de ce qu'il pouvait y avoir autour. Et je crois que c'était les 2 seules minutes d'art sur une chaîne populaire à la télévision française. Et donc, il n'y avait que l'humour qui pouvait faire ça. Et j'espère qu'il y a des gens qui sont allés voir. En tout cas, j'ai reçu pas mal de messages. Des gens qui m'ont dit, je ne savais pas que c'était près de chez moi. Je suis allé voir Li Yufan parce que j'avais fait une blague parce qu'il y avait un caillou qui parlait avec un autre caillou. Et en fait, je suis hyper content de ça. Et certains artistes l'ont compris et m'ont écrit en rigolant, trop bien, ça vous a fait plaisir que vous parliez de nous. D'autres, je pense, peut-être été vexés parce que tout le monde n'a pas, je pense, l'humour.
Et j'espère que par la bande, ils se seront dit, mais en fait, on a parlé de nous et c'est important que si vous excluez l'art de la société dans sa globalité, il devient quelque chose de très particulier, peut-être à placer avec la religion. Et je pense que c'est pas du tout ça que les artistes ont envie. D'ailleurs, parlant de religion, non, c'est pas vrai. On s'arrête. Merci Merci beaucoup. à toi.